Je voudrais rappeler que le thème de cet après-midi, ou le thème retenu pour commémorer et clore les festivités du 13e anniversaire de notre parti, est « Devoir de résistance face aux dérives du pouvoir de la rupture. Comment s'insurger efficacement contre le déni de l'état de droit et contre la dégradation de l'image du Bénin ». Comme vous le savez, c'est un thème d'actualité. Devoir de résistance face aux dérives du pouvoir de la rupture. Comment s'insurger efficacement contre le déni de l'état de droit et contre la dégradation de l'image du Bénin. Ceux qui ont suivi les activités que nous menons depuis 3 jours doivent savoir que, premièrement, il y a eu une conférence inaugurale, qui n'est pas une conférence de presse, mais qui est une conférence inaugurale, sur un thème présenté par la secrétaire générale adjointe du parti, Dr Akwesson. Le thème était « Pouvoir de rupture ou rupture avec la démocratie ». Au cours de cette communication, la conférencière nous a montré, in fine, que la rupture devait être une rupture avec les anciennes pratiques, les pratiques mauvaises, les pratiques décriées, mais la rupture ne peut pas être une rupture avec la démocratie, avec les principes démocratiques. Et elle a brillamment, en s'appuyant sur des auteurs qui ont beaucoup travaillé sur la question, elle a montré que nous sommes actuellement au Bénin dans une rupture avec la démocratie, ce qui est inacceptable et intolérable. Je ne reprendrai pas sa brillante communication, mais je conseillerais à ceux qui ont un peu de soucis de recherche, de théorisation, d'aller lire ce travail qui m'a paru très très important. Et à sa suite, nous avons eu le samedi dernier, dans le cadre de la relève au sein du parti, nous avons eu une jeune qui a présenté un thème sur ce qu'on n'entend pas les idéologies et les doctrines politiques. C'est une jeune dame, Mat Juliette Wandé, qui est étudiante en master philosophie, qui a présenté quelque chose de très très important. Son travail a consisté à faire une revue de littérature sur tout ce qu'on n'entend pas idéologie et doctrine en politique. Et elle a fait un zoom spécial sur la doctrine libérale sociale, ses avantages, et la subtilité. Au cours du débat, il y a eu un de ses camarades qui a posé la subtilité entre l'État libéral, la doctrine libérale, le rôle de l'État et la question des profits, les perturbations des profits liés au capitalisme libéral. Nous avons eu ça. Et puis hier, nous avons eu un point sur la vie du parti, le parcours que le parti a eu. Je voudrais rappeler que Mme Wandé a mis l'accent sur la réinvention du militantisme axé sur la conviction. Et elle a même mis l'accent sur un fait, c'est que le militantisme doit avoir une source à partir de la doctrine et des valeurs et des principes que professe le parti. Elle a eu une formule qui m'a paru très intéressante. Elle a parlé de militantisme qui doit cesser d'être un militantisme de poche et de proche, pour être un militantisme de l'intérêt général. Aujourd'hui, dans la suite de cet entretien, de ces activités, qui sont des activités théoriques, est convaincu que, comme l'a dit Mme Wandé, convaincu que l'action politique publique doit avoir une source dans une théorisation à partir de laquelle on identifie, on reconnaît un parti politique. Un parti politique doit être reconnu à partir de ses valeurs, de ses principes, de sa vision, de ses objectifs. Et l'homme politique ne peut pas s'écarter de ça. Vous devez être lisible dans un cadre théorique qui va fonder votre agir pratique. Dans ce cadre, ce soir, nous parlerons de devoir de résistance lorsque nous sommes en face d'un régime
qui est un déni d'un pouvoir, qui est un déni de l'état de droit et qui dégrade l'image du pays. Je vais m'appuyer sur 3 exemples. J'ai tellement écrit, j'ai tellement rédigé, j'ai tellement publié. Et ceux qui sont friands de ma page Facebook peuvent lire beaucoup de littérature sur ce que nous sommes en train de dire. Mais je m'appuierai sur 3 choses. La première chose, c'est les conséquences du coup d'État en cours sur le sort des valeurs et des principes universels de la démocratie dans notre sous-région, dans notre pays, dans notre sous-région. Et pourquoi pas à l'échelle internationale? Parce que ce qui se joue ici, les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que ce qui se joue ici est anodin, n'aura aucune répercussion, on peut le faire. Non. Il y aura nécessairement des conséquences de ce coup d'État. Et je vais vous expliquer cela. Et si vous posez des questions, nous irons en profondeur. Deuxièmement, nous allons voir l'incompatibilité des valeurs européennes avec la continuation en l'état du programme de l'Union européenne avec le Bénin, avec le gouvernement du Bénin. Si nous sommes dans un coup d'État, c'est-à-dire dans un déni de la démocratie et de l'état de droit, il faut comprendre que l'Union européenne ne peut continuer aucun programme avec le gouvernement du Bénin. Et c'est exprès que nous avons choisi ça comme thème. L'incompatibilité des valeurs européennes avec la continuation en l'état du programme de coopération UE avec un gouvernement violateur des standards de la démocratie au Bénin. Nous allons expliquer cela, vous allez comprendre. Et puis, troisième exemple que nous prenons, c'est un peu l'exigence de transparence d'un gouvernement. Un gouvernement est l'exigence de transparence. Parce que si le gouvernement n'est pas exigeant de transparence, le gouvernant, l'acteur public, n'est pas mis devant sa responsabilité. Il ne peut pas répondre à sa conscience, il ne peut pas avoir honte de ses actes. Or, s'il y a la transparence, l'acteur public est obligé d'avoir honte de ses actes. Parce que si un gouvernant met le pied dans le plat et que le peuple ne sait pas qu'il est en train de mettre le pied dans le plat, il n'aura pas honte. Mais s'il mettait le pied dans le plat et que tout le peuple voit que ce monsieur met le pied dans le plat, il aura honte à partir de lui-même, à partir de ses enfants, à partir de ses proches, à partir de l'éducation, de la formation qu'il a eue. D'où nous prenons ces 3 exemples-là pour introduire le débat de ce soir. Comme je le rappelais, j'ai beaucoup écrit sur Facebook, j'ai beaucoup publié sur ces questions. Le but visé dans mes publications est de constater avec vous que l'État ne peut pas être considéré comme une nation des libertés, de la démocratie, des droits de l'homme et plus spécifiquement des droits politiques. L'État béninois. En l'État, là où nous sommes, l'État béninois ne peut pas être considéré comme une nation des libertés, une nation de la démocratie, une nation des droits de l'homme et plus spécifiquement une nation des droits politiques. À partir du moment où nous allons faire ce constat, nous allons comprendre que l'image du pays se dégrade et cette dégradation de l'image du pays est un tort fait au père fondateur de notre République. Et je voudrais aussi vous dire que à partir de ce constat, on va vous expliquer comment on peut combattre sans merci un régime toxique, un leadership toxique, pervers, toxique, névrotique, comme le leadership incarné par Patrice Talon. Voilà un peu ce que nous envisageons de faire ce soir. Et vous savez, la pédagogie de masse est une pédagogie complexe. Et au Bénin, et comme partout en Afrique, la pédagogie de masse est une pédagogie complexe. Pourquoi? À cause de l'analphabétisme. À cause de l'analphabétisme. Premier point. C'est un analphabétisme qui est quasi répandu. Deuxièmement, cet analphabétisme fait que les gens ne comprennent pas. Ils n'ont pas la possibilité d'aller lire. Vous voyez aussi que même ceux qui sont allés à l'école ont des difficultés pour faire de longues lectures. Qu'en sera-t-il des analphabètes? Or, nous savons que l'analphabétisme chez nous est très répandu. Deuxièmement, il y a l'ignorance. L'ignorance rend complexe la pédagogie de masse. Parce que quand les gens sont ignorants,
ils ne comprennent pas ce qu'on appelle les standards d'une situation. Ils n'ont pas de référentiel de jugement. C'est-à-dire, l'État est là, l'État est là. Mais qu'est-ce que l'État fait? Ce que l'État fait, est-il conforme aux standards sur lesquels nous nous sommes entendus? L'ignorance devient un frein à la pédagogie de masse. Et puis enfin, il y a aussi la misère. La misère aussi crée quelque chose qui est la nécessité. La misère, lorsqu'elle est répandue, lorsqu'elle tiraille, lorsqu'elle devient le quotidien d'un peuple, empêche ce peuple de bénéficier de la connaissance. Donc, la pédagogie de masse a aussi des difficultés liées à la misère, à la paupérisation galopante. Donc, c'est pour ça que, quand je viens, je dis, il faut toujours dire la même chose, mais de plusieurs manières, jusqu'au moment où le peuple saisisse le discours, le sens du discours qu'on est en train de prononcer. Certains qui ne comprennent pas grand-chose disent, ben, il parle. Il faut qu'il agisse. Mais on ne peut pas agir sans comprendre ce pourquoi on doit agir. Et agir ne peut pas être une aventure solitaire et personnelle du leader. Ça doit être une action collective de la masse. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de parler à la masse, d'organiser la masse. Et donc, l'exercice que nous sommes en train de faire ce soir participe de cela. Nous allons aborder le premier point qui est la rupture avec la démocratie et avec l'état de droit. C'est dommage, hein, je suis obligé de reprendre pour l'essentiel tout ce que Mme Akeson a dit, mais je suis obligé, parce que je n'ai pas cherché à fouiller encore, puisque j'ai du, comment on appelle là, du précuit là. Les caractéristiques actuelles du pouvoir dit de la rupture renseignent à suffisance celles d'un régime antidémocratique marqué par la restriction des libertés, l'exclusion de l'opposition, la confiscation du pouvoir législatif et la falsification par une seule fraction du peuple de la Constitution issue de la conférence nationale de février 1990. Il s'agit d'une situation de coup d'État d'un genre atypique, orchestrée par le pouvoir dit de la rupture avec la complicité vénale d'une classe politique des plus corrompus et la complaisance d'une élite politique quasiment des plus fourbes du monde. Notre élite intellectuelle est une élite intellectuelle qui regorge de plus de gens fourbes. Et c'est une complaisance dont bénéficie le dictateur. Alors, il faut comprendre que nous sommes dans un pays et le pouvoir se comporte comme s'il n'y a plus de limites. Le pouvoir se comporte comme si le pouvoir de talon, le pouvoir de la rupture n'a aucune limite. On peut passer, et eux-mêmes, au niveau du pouvoir, ont une expression qu'ils utilisent. Ils disent qu'ils font des passages en force. Celui qui fait des passages en force fait exactement ce qu'on appelle coup de force. Or, celui qui pratique un coup de force pour atteindre le but qui est de changer un régime, de changer une constitution, de confisquer une assemblée législative, celui-là est dans ce qu'on appelle coup d'État. Je l'ai expliqué chaque fois. Je l'ai expliqué. Je vous le dis aujourd'hui. Chaque fois que vous êtes en présence de ce qui se passe dans ce pays, nous sommes dans un coup d'État. Il n'y a pas de limite. On peut tuer, on peut tout faire. Quand on va finir de tuer, on va réunir des gens qui ne sont pas des députés, ces partisans qu'on a imposés comme députés, pour leur dire, amnistiez, nous avons tué, mais puisque nous sommes là, votez une loi d'amnistie pour dire que nous n'avons pas tué. C'est très grave. Allez dire que, et puis même quand les journalistes internationaux, tels que Boisbouvier et Perelman, sont venus, M. Patrice Talon n'a pas eu de gêne à dire. Oui, mais écoutez, tout ça c'est du passé. Comment tuer et dire que c'est du passé?
Ça veut dire quoi ça? Vous tuez, vous passez. Et ce qui est encore grave, vous tuez, vous êtes président, et vous dites, on ne sait pas qui a tué. On ne connaît pas les tueurs. Vous savez, c'est une jurisprudence extrêmement grave. Je ne suis contre personne. Mais vous-même, voyez les choses. On tue, on dit, bon, on ne connaît pas les personnes. Mais pourquoi on ne connaît pas les personnes? Tout le monde a vu les scènes de tuerie. On a vu des militaires qui tiraient. Et puis, c'est fini. Parce que des gens qui bénéficient, qui sont des receleurs des avantages, des profiteurs d'une situation meurtrière macabre, sont dans une assemblée, on le dit qu'ils sont des parlementaires, et eux, ils effacent. C'est-à-dire, ils votent, ils disent c'est fini. Ils peuvent voter, hein, mais les actes sont là. Et comme c'est des crimes, quel que soit le temps, ces crimes leur reviendront en surface et dans le visage. Je le dis parce que, vous voyez à Kadiaoum, on a tué une dame. Tout le monde a vu. Des questions subsistent. Lorsqu'on a amené la dame à l'hôpital, qui sont ceux qui sont partis arracher les premiers constats, les premiers dossiers faits par le médecin à Amenotin, paraît-il. C'est ça la question. Moi j'ai vu les vidéos, j'étais ahuri. Je ne m'en remets pas jusqu'à aujourd'hui. Alors, le prétexte trouvé par le président Patrice Talon, c'est quoi? Oui, il y a eu des chasseurs. Il y a eu des chasseurs. Mais c'est irresponsable. Et le juge dit, les enquêtes ne nous ont pas permis d'identifier les tueurs. Mais le juge est dangereux en le disant. Le juge est extrêmement dangereux en le disant. Pourquoi le juge est dangereux en le disant? Lorsque vous voyez les scènes qui se passent dans tous les pays du monde, où il y a crimes de guerre, génocide, est-ce qu'on arrive à identifier ceux qui ont tiré, ou c'est les commanditaires qu'on arrête? Lorsqu'on a envoyé dans un pays qui n'est pas très loin de chez nous, à l'issue des événements, même la Côte d'Ivoire, il faut le dire, lorsqu'on poursuivait les Gbagbo, lorsqu'on poursuivait les Blé-Goudé, qu'est-ce qu'on disait? On disait qu'ils ont commis des crimes. Pourquoi? Est-ce qu'on a vu ces personnes avec les armes en train de tirer? Non, parce qu'on soupçonnait qu'ils étaient des commanditaires. C'est les chefs qu'on prend. Or, vous savez, les militaires viennent d'une caserne, ils viennent des unités, ils viennent des garnisons. Les armes, je l'ai démontré ici. Chaque arme, chaque balle est identifiée. Quelle est cette jurisprudence qu'on veut nous faire croire? Que désormais, plus tard, un régime peut tuer et faire exactement comme ça. C'est ça ce qu'on veut que nous fassions, que nous acceptions. À Kandi, le jeune Kandi Souno Jayan, je parle sous votre contrôle. Est-ce qu'il y avait un seul chasseur à Kandi? Il n'y avait pas de chasseur à Kandi. Moi, j'ai le rapport de Kandi. J'ai le rapport de Kandi. Le jeune qui est tombé, il n'y avait aucun chasseur là. C'est des soldats qui ont tiré. Ils viennent d'une unité, ils viennent d'une garnison, on les connaît. Donc voilà un peu ce qu'on est en train de dire. Et tout cela, il faut dire que pour parvenir à de telles forfaitures, la Cour constitutionnelle a été éthiquement, moralement, techniquement désarmée. Ça a été possible parce que la Cour constitutionnelle a été éthiquement, moralement, techniquement désarmée. La justice instrumentalisée, le Parlement soumis à une inflation législative qui a fini par abattre l'état de droit pour tenter enfin d'ériger sur les ruines du modèle démocratique béninois un état de loi abject et unique qui
fait le lit à un despotisme archaïque ayant tous les traits d'un État aux antipodes des standards, des valeurs et des principes universels de la liberté, de la démocratie et de l'État de droit. Confère la communication de Dr. Acquesson intitulée « Pouvoir de la rupture ou rupture de la démocratie », conférence publique du 13 décembre 2019. La terreur et la militarisation de l'espace politique ont transformé l'État béninois en État policier. Les tueries des 1er et 2 mai à Kandi, puis les exactions militaires à Kandi et à Cotonou, les exactions militaires dans la région de Tchaourou, de Sabé, restent présentes dans la conscience populaire avec les images du jeune Giant Kandi Souno dont je parlais tantôt, qui a été abattu à Kandi, de Dame Prudence Amoussou abattu à Kadiamou, tous deux, à l'instar de plusieurs autres victimes innocentes mortellement atteintes par les tirs des militaires. Ces personnes ont succombé après d'atroces agonies. Nous ne pouvons pas passer sous silence ces choses-là. Et on veut nous dire, c'est passé, allons-y. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Je continue de dire que ces crimes crapuleux ne peuvent jamais être amnistiés. De nombreux jeunes ont été rappelés en guise de rançon, d'otages. Nous avons au sein de notre parti un jeune, Emmanuel Kouadigbe. Emmanuel Kouadigbe a été arrêté le 26 avril, le vendredi 26 avril. Le vendredi 26 avril, si j'ai bonne mémoire. Il a été arrêté. Il descendait à l'Étoile Rouge. Et puis, des gens qui sont infiltrés partout, on l'a doigté, on l'a arrêté. Il n'avait même pas eu les élections. Il n'avait même eu rien du tout. Beaucoup de personnes comme ça sont arrêtées. Comme des otages, j'avais dénoncé. Des otages. Je voudrais poser une question. Est-ce que ces jeunes, leurs proches, vont oublier ces choses? Non. Je dis que ces personnes sont mutilées moralement et demeureront si physiquement et psychologiquement à jamais touchées. Jusqu'à leur vieillesse, ces personnes n'oublieront jamais ce qui s'est passé. Et ce n'est pas bon. Rien n'effacera, rien n'arrivera à effacer que le pouvoir de Talon a tué. Et ce ne seront pas les expédients d'asphaltage et les essais d'encyclopédisme du sujet, sur des sujets de spécialité auxquels s'essaye le président Talon, qui s'essaye même sur l'épistémologie de la dette. Ce ne sont pas ces choses qui vont absoudre et passer l'absurdité meurtrière de son pouvoir. Rien. Il ne faut pas simplement que Patrice Talon croie que parce que je fais des asphaltages, parce que je fais des routes, c'est fini. Je vais détruire la liberté, l'état de droit, à partir des expédients de routes. Parce qu'il fait des discours encyclopédistes, ce que moi j'appelle encyclopédisme, pour dire que je connais tout sur le CFA, je connais tout sur la dette. C'est des questions de spécialité, il ne peut rien comprendre dedans, mieux que les spécialistes. C'est faux, il n'est pas agrégé en cela. Il doit laisser la place aux sachants. Et il suffit qu'il fasse ça. Des gens écrivent sur le net, il est éloquent, il comprend bien, il comprend quoi? Même sur la monnaie, ces raisonnements sur la monnaie sont des raisonnements approximatifs. La fonction de la monnaie même, c'est les spécialistes qui vont en parler. La monnaie est une affaire de souveraineté. Et la monnaie, en dehors du fait que la monnaie soit une affaire de souveraineté, la monnaie répond aussi sur des caractéristiques qui sont celles de la valeur économique de la nation. Il lui reste beaucoup de choses là-dessus. Les questions de caractère soutenable de la dette sont des questions très sensibles lorsqu'on parle des pays de la zone UEMOA, de la zone CFA. Lorsqu'on a perdu la face dans son pays, il est difficile, avec quelques discours à l'étranger, de chercher à combler le fossé qu'on a créé au niveau de son peuple.
C'est ce que j'ai entendu le jeudi dans l'exposé de Mme Akeson. N'est-ce pas, c'est Mas Goumaz qui a dit ça, que parce qu'on a échoué à l'intérieur du pays, on va commander la diplomatie pour certifier cet art à l'intérieur du pays. Un président fait une gouvernance attardée. Et pour compléter ça, pour falsifier ça devant l'opinion de son peuple, il va commander la diplomatie pour venir certifier ces carences de gouvernance à l'intérieur du pays. Nous ne pouvons pas tolérer ça. Des auteurs ont travaillé sur ça depuis 1992. Vous allez voir un peu, quand vous prenez des lois, telles que la loi portant cas juridique du partenariat public-privé. Ce n'est pas une loi, ça. La loi portant organisation de la concurrence, ce n'est pas une loi. La loi portant régime général de l'emploi des collaborateurs externes de l'État, ce n'est pas une loi. La loi modifiant et complétant la loi 2019 de février 2019-02 du 7 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations des services publics ne sont pas des lois. C'est des prétextes de corruption. C'est des prétextes de mauvaise gouvernance. Et puis, il y a une panoplie de lois. La loi sur les conditions d'embauche, la loi sur l'organisation juridique en République du Bénin. C'est des lois qui préparent le déni de l'état de droit. Cette loi qui a créé la criette. C'est inadmissible. Et nous en venons aux lois sur les élections. La loi sur le code, la modification du code pénal, la loi sur les partis politiques, la loi sur le code électoral, la loi sur le secret défense, la loi sur l'exercice de grève. Toutes ces lois sont des lois préméditées, allant dans un sens, le sens de tuer les libertés, de rompre avec l'état de droit et de jeter aux oubliettes la démocratie. Voilà un peu ce à quoi le Bénin a assisté. Et nous devons dire que dès que les premiers signes ont apparu, l'opposition a tiré sur la sonnette d'alarme. Nous avons dit que ces choses progressivement vont amener du désordre dans notre pays. Non, le président Talon s'est entêté à tuer et à imposer sa vision qui est contraire à la vision de l'État telle que conçue à la conférence nationale. Et alors que la situation délétère de l'impasse politique née des suites de la crise de confiscation du pouvoir législatif continue d'interpeller l'opinion nationale et internationale, alors que le monde entier continue de s'interroger sur ce qui se passe après la confiscation du pouvoir législatif, le même président réunit ces gens nuitamment et dit maintenant, nous allons prendre la Constitution elle-même. Et curieusement, comme si la nature était contre eux, c'est la nuit des fantômes d'Halloween, la nuit des fantômes d'Halloween qui sont restés dans la nuit pour confisquer, pour s'accaparer de la Constitution. Et vous avez vu ce qui a suivi. Dans ce pays, la Cour constitutionnelle, l'Assemblée vote une loi la nuit, et le matin, dans la journée qui commence juste à l'aube, la Cour constitutionnelle déclare que ces lois sont conformes. La Cour constitutionnelle était députée. Vous voyez, c'est dangereux. C'est dangereux. Ces escalades ne sont pas bien. Et nous voyons notre peuple qui est calme apparemment. Mais sous ce calme, ce qui se passe n'est pas bien. Et c'est parce que ce qui se passe sous ce calme n'est pas bien que je profite de l'occasion pour vous dire et poser certaines questions. Combien de temps encore les gens de la rupture pensent que ça peut durer? Ce qu'ils sont en train de faire peut durer. Première question. Deuxième question. Que se passera-t-il quand le peuple en organisation se dressera cette fois-ci plus uni, mieux organisé et farouchement déterminé? Troisième question. Sans le rétablissement des préalables démocratiques, qui peut parier sur le sort des libertés, sur celui de l'état de droit
sur celui de la démocratie et sur celui de la bonne gouvernance. Qui dans notre pays peut parier du sort sur la liberté, sur l'état de droit, sur la gouvernance, sur la démocratie? Notre peuple n'a-t-il pas le droit d'enlever définitivement à Patrice Talon et à sa fraction politique le goût au recours à la force et à l'utilisation des armes létales, au maniement de la terreur par l'instrumentalisation de la justice et le recours aux armes, aux militaires? Est-ce que nous n'avons pas ce droit? Je pense bien que nous avons ce droit. Comme ceux qui connaissent Patrice Talon avaient prévenu, son discours revanchard du 20 mai 2019, sur la poids de laquelle son discours sur lequel la CEDEAO s'est fondée et a émis les recommandations 45, 46 et 47 contenues dans le communiqué du sommet des chefs d'État, communiqué rendu officiel le 29 juin à Abuja. Nous avons vu que Patrice Talon lui-même a violé ce qui est contenu dans son discours du 20 mai. Or, la CEDEAO s'est appuyée sur ce discours du 20 mai pour prendre les points 45, 46 et 47. À la date d'aujourd'hui, Patrice Talon a violé ça. En violant ça, Patrice Talon est dans une moquerie contre la CEDEAO. Contre la CEDEAO. Le président Talon a rusé et continue d'abuser de la confiance de la CEDEAO, dont la crédibilité continue d'être mise à l'épreuve auprès de tous les démocrates de notre pays, de notre sous-région, de l'Afrique et de l'ensemble de la communauté internationale. Je conclurai ce centre d'intérêt en nous demandant ceci. Si l'alternance n'est pas possible par les unes, de manière libre, inclusive et équitable, transparente et véritablement concurrentielle, avons-nous tous conscience des conséquences si elle devrait se passer autrement? Lorsque des gens, excusez-moi du peu, des gens qui ne veulent pas lire l'histoire, qui ne veulent pas comprendre la suite des événements, qui ne cherchent pas à chercher les pièces manquantes d'un puzzle politique, pensent qu'ils peuvent aller aux élections communales. Dans ces conditions, certains pensent qu'ils peuvent aller aux élections présidentielles 2021. Dans ces conditions, je pense à quelque chose et je vous pose sincèrement cette question. Est-ce que les gens prévoient, si l'alternance n'est pas possible par les unes, de manière libre, inclusive, équitable, concurrentielle, transparente, si l'alternance n'est pas libre de cette manière, avons-nous conscience des conséquences si elle devait avoir lieu autrement? C'est-à-dire, si on ne nous permet pas d'aller aux unes librement, de façon équitable, concurrentielle, pour aller choisir nos représentants, nos dirigeants, nos gouvernants, et si nous devons le faire autrement, est-ce que chacun est conscient des conséquences? Je terminerai en méditant, en nous demandant de méditer sur John Fitzgerald Kennedy, qui a dit ceci, et je le cite, Kennedy: ceux qui rendent une révolution pacifique impossible rendront une révolution violente inévitable. John Fitzgerald Kennedy. Ceux qui rendent une révolution pacifique impossible rendront inévitable une révolution violente. Et je pense qu'avec le drame que subissent la liberté, l'état de droit, la démocratie et l'intérêt général, sous le leadership névrotique et toxique qui s'est emparé de notre pays, le Bénin, je vais m'appuyer sur Chinua Achebe, et ceux qui ont fait la vieille école savent bien Chinua Achebe. C'est lui qui disait: le besoin de protester ne cessera jamais. Tant qu'il n'y aura pas le rétablissement des préalables démocratiques, le besoin de protester de ce peuple ne cessera jamais. Dans les pays qui ont pris le goût à la liberté, dans les pays qui ont pris le goût à l'état de droit, avec un peuple attaché à la démocratie comme le peuple béninois, c'est la rue qui reprend le pouvoir. Partout on bâillonne, partout on exclut les populations. Quand elles seront mieux organisées et plus que jamais farouchement déterminées, la rue prendra le pouvoir. Et c'est pour prévenir ces choses que nous nous réunissons pour méditer, pour nous poser des questions.
Je vais aborder le second centre d'intérêt, qui est l'Union européenne et la promotion des valeurs et principes universels de la démocratie. Et là-dessus, je voudrais vous dire clairement que j'apporte mon soutien franc à l'ambassadeur Olivier Nette, qui était à la tête de la délégation de l'Union européenne. Je lui apporte mon soutien franc, sans état d'âme. Et je vais vous expliquer. Mais avant de vous expliquer cela, vous allez me permettre de vous lire un discours, une déclaration faite par la haute représentante vice-présidente Federica Mogherini de l'UE à l'occasion de la fête de la Journée internationale de la démocratie le 15 septembre dernier. Elle dit ceci: c'est aujourd'hui la Journée internationale de la démocratie. La démocratie est une des clés de voûte de l'Union européenne. Raison pour laquelle les valeurs démocratiques qui constituent nos fondations doivent être cultivées jour après jour, en tout premier lieu sur notre continent. La démocratie exige un engagement constant en faveur de la citoyenneté participative, de la transparence, du pluralisme et de l'inclusion. Mogherini. Les liens et la confiance établis entre les citoyens et les institutions élues qui les représentent sont souvent mis à rude épreuve, suscitant des tensions sociales et des divisions politiques. Dans le reste du monde, les valeurs démocratiques ne sont pas encore une réalité pour nombre de personnes. Nous sommes fiers du pouvoir d'attraction durable qu'exerce l'UE et nous sommes désireux de contribuer à la consolidation de la démocratie à travers le monde. L'Union européenne est fermement déterminée à relever ces défis et à soutenir la démocratie dans le monde entier, car c'est le système de gouvernance qui répond aux attentes des citoyens et travaille pour eux conformément aux objectifs ambitieux proposés par le plan d'action de l'UE en faveur des droits de l'homme et de la démocratie. La stratégie globale de l'Union européenne réaffirme que notre intérêt commun est de coopérer avec nos partenaires du monde entier pour la démocratie et sur un ordre mondial fondé sur des règles. Fin de citation. J'ajouterai que des démocraties résilientes, le respect des droits de l'homme, la justice, la solidarité, l'égalité, la non-discrimination et le pluralisme sont pour le monde un gage de sécurité et davantage de prospérité. C'est là un facteur essentiel pour atteindre en Europe et dans le monde les objectifs de développement durable que nous avons approuvés il y a à peine un an. Fin de citation. J'ai voulu vous lire cette déclaration qui n'est pas de moi. C'est une déclaration de l'Union européenne, Federica Mogherini. Et si vous prenez ça, vous allez comprendre que la suppression de l'état de droit est ce qui nous oppose à Patrice Talon. Pour le parti Restaurer l'espoir, ce qui nous oppose à Patrice Talon est la suppression de l'état de droit. Ce qui nous oppose à Patrice Talon, c'est le déni des valeurs et des principes universels de la liberté et de l'état de droit qui expose le Bénin comme un pays à haut risque. Exclure est une des caractéristiques de la dictature. Exclure est par conséquent incompatible avec l'essence de l'Union européenne. Exclure est un facteur de risque et d'insécurité sous toutes les facettes. J'ai publié la déclinaison de la vision de l'ambassadeur Olivier Nette à sa prise de fonction en qualité de chef de mission, chef de la délégation de l'Union européenne au Bénin. J'ai également publié la déclaration de Mogherini que je viens de lire. Certains parmi nous et parmi vous ont lu le programme signé par le gouvernement béninois avec l'Union européenne. Et nous avons tous suivi M. Olivier Nette à sa prise de fonction. Peu après sa prise de fonction, il a tenu une conférence de presse. Dans cette conférence de presse, il a partagé sa vision sur la période 2014-2020. Et il a décliné les montants affectés à chaque pan du programme que l'Union européenne a avec le Bénin. On peut lire aisément que c'est 121 milliards que l'UE consacre à l'appui à la bonne gouvernance. 121 milliards. Appui à la bonne gouvernance. 53 milliards
l'accès à l'énergie, 53 milliards. 12 milliards d'appui à la société civile. Ce n'est pas après les élections que l'Union européenne a fait ses affectations. Ces affectations existaient depuis 2014. Et Olivier Net, à sa prise de fonction, a réaffirmé cet engagement financier de l'UE qui comprend l'appui à la bonne gouvernance, 121 milliards, 53 milliards accès à l'énergie, 53 milliards pour le développement durable de l'agriculture, 12 milliards d'appui à la société civile. S'agissant des réformes politiques, l'UE a même annoncé, Olivier Net a dit qu'il appuie le gouvernement dans les réformes politiques. Mais où se trouve le problème? Le problème se trouve aujourd'hui est que il faut comprendre un peu ce qui s'est passé pour que le gouvernement de Patrice Talon prenne la décision d'expulser l'ambassadeur Olivier Net. C'est l'exclusion par le truchement duquel Patrice Talon tente de faire basculer la République du Bénin d'un régime démocratique à un régime dictatorial de type despotique qui oppose Olivier Net, l'UE, au gouvernement béninois. L'UE et l'ambassadeur allemand, chef de la délégation, qui était chef de la délégation de l'Union européenne, n'ont commis aucun acte subversif. C'est un mensonge lorsque le gouvernement béninois dit que l'Union européenne et l'ambassadeur Olivier Net ont commis des actes subversifs. C'est faux. Je dis que c'est faux. Il n'y a aucun acte subversif. C'est parce que l'Union européenne a des valeurs. Olivier Net est en train de respecter les valeurs. C'est tout. Et c'est cette rupture entre le Bénin qui rompt avec la démocratie, qui rompt avec l'état de droit, qui tue les libertés, c'est ça qui oppose le Bénin aux valeurs, aux principes universels de l'Union européenne. Et c'est ça que défend l'ambassadeur Olivier Net. Moi, j'ai été reçu par Olivier Net. Le secrétaire général est là. J'ai été reçu par Olivier Net tout au début, un peu après sa prise de fonction. Ça doit être le 15 novembre, je ne sais pas. Mais très tôt, nous avons parlé. J'ai découvert un homme professionnel, un diplomate hors pair, un démocrate et un européaniste. J'ai découvert aussi quelqu'un qui veut rester dans la ligne des instructions du siège de Bruxelles. C'est-à-dire prendre les peuples africains comme des peuples majeurs, capables de vivre aussi la démocratie. C'est dommage que ce qui oppose cet ambassadeur et qui est la vraie cause, ce sont les valeurs et les principes universels de l'UE, la liberté, la démocratie, l'état de droit, qui gênent et qui troublent les égarements pathologiques du pouvoir de la rupture hanté par l'hubris. C'est un pouvoir malade qui est à la tête du Bénin. Et ce pouvoir malade ne peut pas être à l'aise avec les valeurs que professe, que défend, que promeut l'Union européenne. C'est tout. Et l'autre aspect, c'est que je vais aussi vous expliquer un aspect. Il y a quelque chose, tout le monde a suivi les élections au Bénin. Tout le monde a suivi comment les élections se sont déroulées au Bénin. Tout le monde a vu comment on a détruit les libertés. La question qui se pose, quelle est l'organisation internationale qui a surveillé les élections législatives, la parodie électorale du 28 avril dernier? Trouvez-moi une seule organisation internationale digne de ce nom qui a supervisé, qui a envoyé des missions d'observation. La CEDEAO n'est pas venue. L'Union européenne, l'Union africaine n'est pas venue. L'ONU n'est pas venue. La francophonie n'est pas venue. Aucune organisation internationale n'a envoyé d'observateurs pour surveiller cette parodie électorale. La classe politique de l'opposition a tiré la sonnette d'alarme en disant « ce n'est pas une élection,
ce qui est encore intéressant, le peuple béninois a dit ce n'est pas une élection. Et ce peuple a rejeté cette parodie électorale selon les chiffres officiels. Hein. Je prends même les chiffres élastiques de la Cour constitutionnelle et je prends les chiffres élastiques de la Sénat. Il parle de 23% ou 27%. Donc, moins du quart. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Or, tout le monde sait qu'il y a un principe. Le principe de subsidiarité. Lorsqu'il y a un problème au Bénin, l'organisation internationale la plus proche capable de régler, c'est la CEDEAO. Et l'Union africaine ne peut pas se substituer à la CEDEAO. L'Union africaine doit travailler de manière complémentaire avec la CEDEAO. L'ONU va travailler avec l'Union africaine. L'Union européenne, la francophonie et tout. C'est un principe complémentaire. Lorsqu'on s'attaque à Olivier Nette, on doit s'attaquer à Kofi Annan, à tout le monde. C'est là qu'il faut chercher la source de ce qui oppose et ce qui les oppose. Et vous savez très bien que le certificat de conformité est source d'exclusion, que l'exclusion de tous les partis politiques est déjà un problème, que la confiscation du pouvoir législatif est un problème, que les tueries des premiers 2 mai sont des problèmes, à Cotonou et à Cannes sont des problèmes, que la substitution de la Constitution par un texte notamment instigé par Patrice Talon constitue aussi un problème. Comment, devant un tel bouquet de problèmes, l'Union européenne va dire qu'elle appuie quel gouvernement? Ce qui m'étonne, c'est l'attitude illisible même de l'Union européenne. Et cela se comprend. Cela se comprend. Parce que la diplomatie de l'Union européenne a encore des goulots, traîne des goulots aux pieds. C'est une diplomatie qui a d'énormes difficultés. C'est l'impossibilité aujourd'hui d'arrimer la vision européenne, diplomatique européenne en Afrique face aux diplomaties sectorielles spécifiques des pays colonialistes qui étaient colonialistes, qui avaient des territoires par le passé. C'est la difficulté qui est là. Les pays qui avaient des colonies, qui avaient des passés de pays colonisateurs, ils ont une diplomatie, ils ont des intérêts, ils ont une diplomatie d'affaires, une diplomatie de géostratégie, qui parfois, cette double diplomatie des affaires et de la géostratégie nuit à la diplomatie des valeurs et des principes. Donc, lorsque l'Allemand Olivier Nette veut appliquer les principes, il doit se heurter automatiquement à cela. Sinon, expliquez-moi pourquoi personne ne dit rien au gouvernement de Patrice Talon, sachant pertinemment qu'il n'y a aucun pays en Europe, aucun pays membre de l'Union européenne qui puisse exister avec un parlement dont les 83 membres sont désignés par une seule personne. Est-ce qu'il y a un seul pays européen où le Parlement, tous les députés du Parlement sont désignés et imposés par le président de ce pays avec les armes dans le sang? Quand l'Union européenne collabore, appuie financièrement des pouvoirs de ce genre, c'est la crédibilité de l'Union européenne même qui devient illisible. Et quand il y a des failles de ce genre, un pouvoir de dictature peut s'engouffrer dedans. Et cela repose la question, que valent les valeurs pour l'Union européenne lorsqu'on parle du Bénin? C'est la question que je me pose. Que valent les valeurs? Est-ce que nous pouvons dire que notre Parlement est confisqué et c'est de la démocratie? C'est ça la question qui est posée. Enfin, puisque vous allez poser des questions tout à l'heure, il y a un sujet sur lequel je vais survoler rapidement, c'est le sujet nigérian. La question des frontières. Je ne vais pas perdre beaucoup de temps là-dessus parce que j'en ai parlé énormément dans ce pays déjà. J'ai vu et j'ai lu des gens qui pensent que le Nigeria a un projet d'une guerre contre le Bénin. C'est faux. Ceux qui disent ça sont des fantaisistes, sont des gamins, sont des gens qui jouent aux incendiaires. Il faut le leur refuser.
le Nigeria n'a aucun projet de guerre contre le Bénin. Aucun. Les Nigérians sont plus responsables, plus conscients de la place et de l'importance du Bénin pour le Nigeria. Cette importance n'est pas que économique, mais c'est une importance qui est presque divinisée. C'est une importance qui est tirée de la spiritualité endogène qui lie les deux peuples. Vous savez, le Nigeria est en grande partie fondé sur le mythe de Oduduwa. Or, Oduduwa, selon la mythologie, a 7 enfants. Parmi les 7 enfants, 3 sont établis au Bénin. 3 au moins sont établis au Bénin. Et cela a une importance psychologique sur le type de relation que le Nigeria et le Bénin ont, malgré les fictions de l'histoire. Et si nous voulons aller plus loin, si nous parlons même de l'époque, de l'ère des Popos, nous pouvons dire que le Nigeria et le Bénin, nous sommes des frères, nous sommes les mêmes. De part et d'autre des frontières, c'est le même peuple. Ce que dit le Nigeria et que je répète ici, c'est 3 choses. La question de la sécurité, à cause de la guerre contre Boko Haram qui dure plus de 8 ans. La question de la transformation de l'économie nigériane pour répondre à sa vocation de leader au sein de l'Afrique. J'ai coutume de dire que le Nigeria est le cœur de l'Afrique, est au cœur de l'Afrique. Et c'est la première puissance africaine. Même les derniers rapports le montrent. Il faut que le Nigeria assume son rôle de leader. Et pour assumer son rôle de leader, le Nigeria ne peut pas être unijambiste sur le pétrole. Le Nigeria doit diversifier son économie. Et des efforts énormes ont été entrepris depuis quelques années. Est-ce qu'il est normal que nous, le Bénin, et curieusement nous, le Bénin, nous jouons, nous sapions, notre politique sape, inquiète, j'ai de doutes sur les performances de l'économie et la vitalité du Nigeria. Ce n'est pas possible. Donc, la deuxième raison, c'est la raison de la transformation économique du Nigeria. Et la troisième raison, qui est une raison, c'est la corruption des 2 administrations douanières de part et d'autre au niveau des frontières. Il faut assainir, il faut rendre performant l'interface des frontières. Il faut performer cela. Écoutez les amis, ces 3 raisons-là, en quoi ces 3 raisons gênent le Bénin? Ces 3 raisons ne gênent pas le Bénin, ne devaient même pas gêner le Bénin. J'ai fait une déclaration la dernière fois, et beaucoup de gens m'ont appelé pour dire oui, si vous allez à une élection, les gens qui sont au bord des frontières ne vont pas voter pour vous. J'ai dit, mais pourquoi ils ne vont pas voter pour le parti? Ils disent oui, parce que vous avez dit qu'il faut casser les entrepôts de contrebande. Mais j'ai dit, mais oui, vous-même vous parlez des entrepôts de contrebande. Et vous dites qu'il ne faut pas les casser. Est-ce que j'ai demandé de casser les entrepôts qui ne sont pas des entrepôts de contrebande? Non. Mais si moi j'étais gouvernement, je vais casser tous les entrepôts de contrebande. Je vais les recenser, les identifier, appeler les propriétaires, discuter avec les propriétaires, proposer au Nigeria que le Nigeria, le Bénin, rencontre les propriétaires des entrepôts de contrebande de part et d'autre des frontières et qu'ensemble, nous trouvons une nouvelle solution consensuelle qui puisse apaiser le Nigeria, apaiser le Bénin et aussi leur permettre de faire du profit. Mais je ne peux pas cautionner des entrepôts de contrebande qui déstabilisent ou qui gênent le voisin. Je ne peux pas le faire. C'est ma vision. Et c'est une vision de transparence. Si nous connaissons l'objet du mal, si nous connaissons ceux qui sont à l'origine du mal, nous allons les appeler, nous allons nous asseoir. Ce n'est pas dit de commencer simplement à brûler les entrepôts, non. Nous les connaissons, nous les recensons, nous discutons avec les personnes, nous cherchons des solutions. Parce que la solution avec le Nigeria doit passer par le dialogue, doit passer par le fait que nous allons nous asseoir pour que ceux qui fâchent, ceux qui font peur, nous essayons d'aplanir.
J'ai écouté certains qui ont dit, laissez le Nigeria, trouvons des marchés loin. Le marché nigérien est irremplaçable. Nous ne pouvons pas trouver près de 200 millions, un marché près de consommateurs, 200 millions de consommateurs à nos portes. C'est une chance. Je vous ai dit ici que le seul État cité de Lagos, en termes de PIB, dépasse la somme du PIB de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et du Sénégal réunis. Si on additionne le PIB du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, l'État de Lagos les dépasse et va leur donner des reliquats. Je l'ai dit plusieurs fois ici, quand on est dans une telle situation, on peut être réaliste, il faut être transparent. Le Nigeria n'a aucune ambition sur le Bénin. Et aucun Béninois ne peut se laisser vassaliser, manger, phagocyter par le Nigeria. C'est faux. Écoutez, je ne vais pas continuer là-dessus. Notre pays commet même des choses bizarres. On érige une fiscalité de la contrebande. Vous voulez faire votre budget et vous réservez une part à la filière contrebande. J'ai publié sur ma page Facebook. Le Bénin importe presque la même quantité que les États-Unis, de riz que les États-Unis. Le Bénin importe presque la même quantité de riz que les États-Unis. Mais nous savons pourquoi? Pour réexporter. Vers où? Vers le Nigeria. Le Nigeria dit, ça tue les efforts, nos efforts rizicoles. Quand le pays dit comme ça, nous devons nous asseoir et en parler. C'est une guerre agricole qui est là. Je vais vous lire un peu ici. Le riz, un problème qui n'inquiète personne. Le Bénin importe 774 milliards, alors que les États-Unis importent 714 milliards. Soit les États-Unis ont une population 30 fois plus importante que notre population. Mais nous importons du riz plus qu'eux. Mais c'est grave. C'est grave. Personne ne peut l'accepter. De toutes les façons, tôt ou tard, les deux pays vont s'asseoir. J'ai discuté avec les autorités nigériennes, certaines autorités nigériennes. J'ai même discuté avec l'ambassadeur du Nigeria sur la question, pour comprendre. Il faut que nos autorités jouent la carte de la transparence. Le bon voisinage, c'est la transparence. La fraternité entre les deux peuples, c'est la transparence dans nos actions. Si vous observez ces choses, toutes ces choses que je viens de décrire, font du Bénin quel genre de pays? Le Bénin a cessé d'être un état de droit, a cessé d'être une démocratie. Le Bénin a cessé d'être un pays crédible. Parce qu'il était malheureux lorsque, à Sochi, ou au Japon, on a dit que les officiels nigérians ont taxé le Bénin d'état de contrebande. J'ai eu honte. Et notre pays maintenant, c'est un pays qui court derrière les diplomaties pour venir certifier sa dictature à l'intérieur. C'est une honte. Après on dira, c'est le blanc qui est mauvais, c'est l'Occident qui est mauvais. C'est l'Occident qui a tiré sur les gens le 1er et le 2 mai. C'est l'Occident qui a fait les exactions en juin à Tchaourou, à Choula. C'est l'Occident qui a séquestré l'autre pendant 52 jours. C'est nous-mêmes nos frères. Et quand on prend quelqu'un d'entre nous au pouvoir, au lieu de faire une gouvernance de développement, il fait une gouvernance de règlement de compte. Et s'appuyant sur l'analphabétisme, la misère, la paupérisation. Et aussi le fait que beaucoup d'entre nous n'ont pas voyagé, n'ont pas vu ailleurs. Il suffit de mettre de bitume
sur 2 ou 3 ruelles, de mettre des lampadaires, on dit allez applaudir. Il met lampadaire, comme si on était des papillons. Allez à Dakar. Allez simplement à Dakar, vous allez voir que ici ça ne fait rien. Quand on a une situation comme ça, et qu'on décide de s'y opposer, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là la conclusion. Quand on est à cette phase, on ne prend jamais l'option de la rébellion. Je l'ai expliqué le jeudi. J'ai commencé par l'expliquer le vendredi, à l'occasion de la communication de Madame à question, j'ai expliqué un peu. Quel est les 2 voies que nous avons au Bénin? Nous avons la voie de la rébellion et nous avons la voie de la résistance. C'est de manière sincère, objective, que nous avons dit, nous n'avons pas les moyens de la rébellion. Et même si nous avons les moyens matériels de la rébellion, nous n'avons pas les moyens moraux, psychologiques de la rébellion. Notre peuple n'est pas un peuple qui prend des machettes, qui prend des couteaux, qui prend des fusils. Nous n'avons pas un peuple comme ça. Nous sommes un peuple pacifique. Donc, parler à ce peuple de rébellion, c'est ne pas être en phase avec ce peuple. Et puis la rébellion, lorsqu'elle est armée, suppose des préalables. Il faut une base d'entraînement. Il faut une base arrière. Et ce n'est pas ce qui est indiqué pour notre région africaine aujourd'hui. La région africaine, surtout au sud du Sahara, l'Afrique occidentale, n'a pas besoin que nous ajoutions de la rébellion aux actes de terrorisme qui sont déjà ambiants. Ça, ce n'est pas responsable, ce n'est pas censé. Nous avons débattu dans cette salle qui est à côté. Nous avons dit ce n'est pas responsable, ce n'est pas bon. Nous l'avons rejeté. Donc la rébellion, sous n'importe quelle forme, n'est pas notre option. Nous l'avons rejeté. Certains pensent qu'on n'a pas évoqué la question. On a étudié la question en profondeur. Au cours de cette séance, je passe sous le contrôle du secrétaire général, je passe sous le contrôle du secrétaire général adjoint et du coordonnateur de Cotonou. J'ai démontré que nous ne sommes plus à l'étape de Che Guevara, de Mao, de Joshua Nkomo, des luttes de libération. Là-bas encore, c'est des luttes de libération. C'est contre l'envahisseur. Ici, nous sommes à l'intérieur du pays. Nous ne pouvons pas prendre les armes contre nous. Nous-mêmes. Donc, que ceux qui disent sauter les ponts, couper les choses là, casser les lampadaires, ils n'ont pas compris l'option à laquelle nous avons adhéré. Et c'est cette option que moi j'applique. C'est pour ça que je n'ai jamais été d'accord avec les abeilles de Kilibor. Je n'ai jamais été d'accord avec les chasseurs de Tchaourou, de quelque chose, des amulettes badées de ci ou de ça. C'est pas que je ne reconnais pas leur puissance, leur valeur, mais ce n'est pas notre option. On n'a pas choisi. Je suis béninois. Je sais que parmi nous, il y a des gens qui savent parler aux abeilles. Mais moi, je ne sais pas parler aux abeilles. Nous n'avons pas pris l'option des abeilles, ni des chasseurs, ni des amulettes. On n'a pas pris. Qu'un seul membre de la résistance vienne me voir pour dire on a pris cette option. On n'a jamais pris cette option. Et parce qu'on n'a pas pris cette option, je ne donnerai pas caution à cette option. C'est une option mauvaise. Parce que quand on prend les armes, on ne sait pas, on sait que des gens vont mourir, mais on ne sait pas qui. C'est là où c'est difficile quand vous prenez les armes. Le jour où vous prenez les armes, vous devez être sûr de quelque chose, vous allez vous tuer. Mais qui sont ceux qui vont mourir? Nous ne sommes pas un peuple génocidaire. Vous comprenez maintenant, les journalistes, vous comprenez notre option. Mais nous avons dit, nous faisons une résistance. Et même lorsque nous avons pris l'option de la résistance, nous avons dit qu'il y a 2 formats de résistance. Il y a la résistance violente, qui consiste à faire des actions de violence. Moi, j'ai un parcours, je connais ces choses. Je n'ai pas commencé la politique à l'ère de la rupture, ni à l'ère du changement. Quand même. Je n'ai même pas commencé la politique à l'ère du renouveau démocratique. Je connais ma formation, je connais mon parcours. Mais les conséquences que la violence génère, il faut en être conscient d'abord avant de faire son choix. Nous avons exposé
ce que ça peut donner si nous pouvons arriver, si nous prenons l'option de la violence. Vous savez, la violence est la chose la plus facile, mais la plus coûteuse. C'est facile. Déstabiliser, empêcher, semer la terreur, c'est facile. Vous êtes formé un peu, c'est facile. Il y a des gens dans le monde entier qui attendent, qui veulent former des gens, qui veulent même financer. Parce que c'est facile, mais les conséquences sont dommageables, dramatiques, insupportables, intenables pour tous ceux qui ont pris cette option. Vous rentrez dans un jeu de hasard. Vous ne savez même pas si vous en pâtirez vous-même. Vous n'avez plus votre destin en main lorsque vous prenez l'option de la violence. Et nous avons refusé. J'ai exposé les 3 grands maîtres de la non-violence. J'ai exposé Martin Luther King, j'ai exposé Gandhi et j'ai exposé Mandela. J'ai montré au cours de nos réunions à quel moment précis chacun de ces 3 personnages a fait la mutation entre la violence et la non-violence. Mandela n'était pas non-violent au départ. Au départ, Mandela professait la violence totale. Allez lire la biographie, le parcours de Mandela. C'est à partir d'un moment que Mandela a fait la mutation de la non-violence. Mais lorsque vous prenez Gandhi, Gandhi a mélangé les deux. Parfois Gandhi est violent, parfois il est non-violent, et la doctrine non-violente de Gandhi est tirée de sa doctrine spirituelle. De la spiritualité qui a servi de base à la non-violence de Gandhi. Malgré cela, il y a des étapes où Gandhi a laissé les bribes pour la violence. Le seul qui est resté totalement un non-violent atypique, c'est Luther King. Mais il a tiré ça aussi de la foi chrétienne, qui était sa trame. J'ai exposé tout ça, j'ai montré les avantages et les inconvénients. Et nous avons débouché sur quoi? Sur la non-violence totale. Autrement dit, la résistance nationale ne fera rien qui puisse l'exposer comme complice direct ou indirect de la violence. Et c'est ça que nous avons décidé de faire. Or, si on prend l'option de la non-violence, il y a des règles il y a un protocole qu'il faut appliquer. C'est le protocole que nous n'appliquons pas jusqu'aujourd'hui. Et c'est pourquoi je dis, comment s'insurger efficacement contre un régime de dictature? Il faut appliquer le protocole qui est simple. Définir un objectif. S'asseoir pour s'entendre sur une stratégie. À partir de l'objectif et de la stratégie, avoir une organisation qui tienne compte de l'organisation stricto sensus et des tactiques. 4e chose à laquelle il faut veiller, le financement. Et 5e chose, le pilotage de l'ensemble. J'ai exposé tout ça. Et pour faire le pilotage de l'ensemble, il faut prévoir les 3 pôles classiques d'un pilotage d'une résistance. La gestion des risques. S'il y a des difficultés, comment gérer? Si quelqu'un est en mission et a une difficulté, comment gérer? Voilà les gens qui sont poussés à l'exil. Comment gérer efficacement l'exil des gens? Et faire en sorte que l'exil soit le plus court possible. Qui gère ça? Quel est le pôle qui gère ça? Il y a aussi les avantages, les ambitions. Il faut un pôle de gestion pour fondre les agendas particuliers en un seul agenda qui doit être l'agenda de l'intérêt général. Et hiérarchiser les agendas et faire un chronogramme des agendas. Il y aura une phase où tous ceux qui ont des agendas particuliers doivent taire leur ambition et rentrer sous la bannière de l'agenda de l'intérêt général. Encore que là, il faut identifier cet agenda. C'est ça. Et enfin, il faut la haute, le grand vue sur l'ensemble et qui doit être confié à des gens d'expérience ou à des gens qui sont des figures emblématiques, stables. Ça doit être débarrassé de toute comédie, de toute action de Bobo Diouf, de toute grimace. Ben, c'est important. Pourquoi? Parce qu'en face, nous avons un régime radicalisé.
malades, qui n'ont plus rien à faire avec les lois, ni avec le gouvernement de Patrice Talon et Patrice Talon n'ont plus rien à faire avec nos lois, nos textes et rien. Ils ont affaire à la volonté de Patrice Talon qui est loi. Point. Et Patrice Talon a affaire au peuple. C'est ce que j'ai dit aux gens. Patrice Talon a affaire au peuple. Si Patrice Talon a affaire au peuple, nous avons aussi affaire au peuple. Il nous appartient d'aller encadrer le peuple, de parler au peuple, de sensibiliser le peuple, d'informer le peuple, d'assister le peuple, c'est tout. On ne nous demande pas d'aller nous opposer au canon de Patrice Talon. S'il sort des chars, mais nous sommes des Batman pour monter sur les chars? Non. Mais s'il sort les chars et que le peuple est bien préparé, le peuple va arrêter les chars. C'est moi qui vous le dis. Or, nous avons des expertises, des capacités pour encadrer le peuple à cette possibilité. Quand on veut résister à un régime dur, il y a des comportements classiques qu'on doit avoir. Et puis, résister, c'est le moment de l'affermissement et de la solidarité. Les plus fragiles parmi nous, ceux qui sont venus parce qu'ils veulent être députés, mais il y en a même qui sont venus parce qu'ils veulent être maires. Ils sont partis. Vous les connaissez, non? Ils partiront tous les jours. Les résistants, c'est ceux qui ont fait le pari de l'intérêt général, le pari des valeurs et des principes. Et je vous explique ces choses. Si vous voulez résister, ce n'est pas des goudins que vous allez prendre. Vous allez battre ce régime sur les valeurs, sur les principes. Que l'Union européenne vienne nous répondre. Est-ce que Bénin, c'est une démocratie? Pourquoi vous continuez les relations avec le Bénin? L'Union européenne doit pouvoir répondre. Si elle ne répondait pas, elle n'est plus crédible. Parce que ce qu'on laisse passer au Bénin, il y a d'autres pays qui commencent par copier déjà. Vous avez appris ce qui se passe aux Comores? Quelqu'un n'a pas appris? Où le président peut mettre de côté le Parlement et décider. Vous voyez déjà ce qui se passe dans d'autres pays proches de nous, où déjà un président dit, mais le président Ouattara, il dit oui, Patrice Talon m'a dit qu'il va mettre 1 milliard. Bon, moi j'ai ri. Il dit à un monsieur Billon, c'est ça non? Oui, Billon. Mais c'est vous seul qui allez payer. Donc peut-être que Billon doit être multimilliardaire. Voilà. Et ça faisait sourire Ouattara. Je connais un peu la manière, le sens de l'humour et de l'ironie de Ouattara. Il riait. Il avait pitié du Bénin. Voilà le sort du Bénin. Et comme si ça ne suffisait pas, certains naïfs sont parmi nous et pensent qu'ils peuvent aller aux élections communales dans ces conditions. D'autres ont commencé par faire des campagnes. Et ils vont dans les réunions, on les filme, ils donnent des cadeaux. Les cadeaux, c'est perdu. Ça n'a pas de sens. Nous discutions en réunion du bureau, lorsqu'il y a une expression avancée par le coordonnateur de Cotonou, M. Justin Kweli-Keze, qui a dit, Monsieur le Président, l'urgence est de rétablir les préalables démocratiques. Et sa collègue qui dit, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de nous asseoir, nous parler. Et pour s'asseoir et parler, il faut une condition, la décrispation. Et la décrispation va faire que tous les enfants qui sont poussés à l'exil doivent venir. Nous tous, nous allons nous réunir, nous parler. Si on ne le faisait pas, maintenant, on finira par le faire. Dans quelles conditions? Personne ne peut parier les conditions dans lesquelles ça va se faire. Voilà un peu, grosso modo, ce pourquoi je vous ai réunis, pour refaire le tour de ce qui s'est passé dans cette année et m'appuyer sur 3 faits qui montrent et qui illustrent que nous ne sommes plus en démocratie,
Et aussi dire que l'Union européenne est illisible. Il y a un problème entre la diplomatie des principes que professe l'Union européenne et la diplomatie des affaires et des résistances du colonialisme que professent certains pays membres de l'Union européenne. Et je ne comprends pas pourquoi l'Union européenne n'a pas sanctionné les gouvernants. Je ne comprends pas pourquoi l'Union européenne n'a pas rompu son programme. Je ne comprends pas. Est-ce parce qu'en Europe, il peut exister un seul pays européen où le Parlement a été volé, le pouvoir législatif a été volé, où la Constitution unie a été pliée? La France peut accepter ça, l'Allemagne, l'Italie, la Grèce, le Japon, je ne parle pas du Japon, l'Espagne? Non. N'avons-nous pas honte de nous-mêmes? Voilà un peu ce que je voudrais vous dire pour que vous compreniez la situation. C'est un sujet, enfin, contre un régime de dictature. Cela appelle un protocole classique que je viens de décrire. Et dans les détails, il y a un certain nombre d'activités qu'il faut faire. Si nous allons nous réunir sur les places publiques, nous savons qu'ils vont refuser. Mais nous avons des maisons, nous avons des domaines. Nous pouvons rentrer dans les maisons. Nous devons partir partout, expliquer et parler à notre peuple. Et lorsque le peuple est convaincu, nous n'allons plus donner de mots d'ordre. C'est le peuple même qui ira défendre. Moi, je sais de quoi je parle. Mais il faut que chaque leader fasse une nouvelle lecture de situation conflictuelle. La lecture avant l'exclusion, avant le certificat de conformité, n'est pas la même lecture que maintenant. Avant le certificat de conformité, la lecture était « nous irons législatives » et au besoin, nous allons nous combattre à l'intérieur de l'opposition. Et le meilleur de l'opposition fera face au pouvoir. C'est pour ça qu'il y avait trop de rivalité, trop de guéguerre entre nous. Mais c'est fini ça. À partir de ce moment, nous devons faire une nouvelle lecture. Quelle est la nouvelle lecture? C'est les préalables démocratiques qu'il faut rétablir. Et comment le faire? C'est que nous devons laisser nos agendas particuliers à terre, nous fondre dans un agenda de l'intérêt général et nous organiser en veillant aux 5 étapes que j'ai proposées. L'objectif, la fixation sur l'objectif, la définition d'une stratégie avec des actions courageuses complètement déclinées, la mise en place d'une organisation qui comprenne les questions d'organisation théorique, d'organisation spatiale et comment séquencer les actions. Et quatrième chose, l'intendance. Parce que pour faire n'importe quel combat, il faut les logistiques et les moyens. Il faut mobiliser les ressources. Parce qu'on ne va pas les mains mortes, les mains libres. Les journalistes qui sont là. Quand vous allez partir, vous aurez vos pédiums. Au moins de déplacement. Ça fait partie du nerf de la guerre. Lorsque nous allons avoir des tournées, il faut financer. Vous n'allez jamais voir des journalistes qui sont venus simplement pour nos beaux yeux. Puisque la presse est aussi commerciale. Ces gens vivent de ça. D'où il faut cette question, qui est la 4e étape, l'intendance, 5e étape, le pilotage général. Quelles sont les figures? Ou qui va être la figure? Il faut désigner une figure, désigner des sous-figures. Il faut répartir les rôles classiques. Il faut être présent. Si nous organisons ça, si nous fédérons nos actions, si nous parlons à notre peuple, en plein midi, Patrice Talon et son équipe vont fuir du pays. Ils ne vont pas fuir la nuit. Les dictateurs ne fuient pas la nuit. Ils sont peureux. Ils fuient toujours le jour. Ils sont aidés. On va les aider à fuir parce que nous ne voulons pas la mort du pécheur. Mais que le pécheur laisse le péché à défaut de faire de la repentance. Voilà un peu l'exposé que je viens de vous faire. Nous avons la rédaction, mais comme j'écris beaucoup, je ne peux pas vous laisser publier tout de suite. Mais je vous ai parlé. Et ce que je demande aux journalistes, vous avez écouté, vous avez pris note, posez des questions.
des questions qui sont dans mon exposé, des questions qui sortent aussi de mon exposé. Toutes sortes de questions. Nous faisons ceci dans le cadre des festivités des 13 ans de notre parti. Et je vais vous dire quelque chose. C'est un parti qui est fier de son parcours. Et contrairement à ce que les gens disent, nous avons les mêmes méthodes que tout le monde. On dit, mais ce parti, ils sont créés, depuis que nous sommes créés, nous avons été toujours à l'Assemblée. Nous n'avons raté aucune législature depuis la création du parti. En 2006, on a été créé. On va aux élections de 2006. C'est vrai que je n'ai pas été déclaré élu à Cotonou. Mais nous avons fait élire un député à Kalalé, dans le Nord, qui a siégé au Parlement du début jusqu'à la fin. On dit, mais il est allé en alliance. S'il va seul, il ne peut pas être élu. Dites-moi, un parti politique au Bénin qui n'est jamais allé en alliance depuis sa création. Amoussou Bruno est allé en alliance méga poids, plus que moi. Il est récidiviste de l'alliance. Et c'est le PSD. Depuis l'époque de Djirako, après l'époque de Djirako, le PSD est toujours allé en alliance. Le PSD est allé en alliance dans sa vie. Ou bien j'ai. Oui. Ceux qu'on n'appelle pas la PIA et consorts, vous avez entendu parler, ces gens qui font alliance et réalliance, qui font toutes ces choses-là. Nous n'avons pas une vie, bizarre. Nous faisons ce que tout le monde fait. Nous avons produit des gens dans le gouvernement. Et dans les gouvernements, vous n'allez jamais apprendre, chaque fois que j'ai été au gouvernement, vous n'allez apprendre aucun acte d'indignité, ni de corruption, ni de mauvaise gestion. Allez au ministère de l'Industrie, demandez-leur, quand M. Azanaï était ministre de l'Industrie, mais quelle était la gestion? Ils vont vous dire. Gestion humaine, impeccable. Gestion des dossiers, impeccable. Les idées, impeccables. Quand j'ai été porte-parole du gouvernement, je l'ai été à des moments très difficiles. Yahi Boni était au creux de la vague. Il était presque 2 genoux par terre. Quand on m'a appelé à la rescousse, j'ai joué avec brio. Et j'ai déverrouillé l'équipe qui le cernait. Et je l'ai aidé à faire KO. Je remplis toujours ma mission. Mais jamais pour ma poche ou pour mes proches. Et personne ne peut m'acheter. C'est interdit, c'est faux. J'ai une très haute conscience de moi-même. Je sais que je suis une conscience, je ne suis pas une matière. Le côté humain là, le côté humain qui mange la pâte, est un côté animal. Mais je sais que je ne me résume pas à ça. J'ai une valeur inachetable. Incorruptible. Demandez à Yahi Boni. Incorruptible. Je suis prêt à restituer le centime public. Mais ma vie privée, je le dis toujours, c'est la vie privée de tout le monde. Dans le privé, je fais tout ce qu'un homme normal peut faire. Je ne suis pas un surhomme. Mais dans le public, je fais tout pour être irréprochable. Vous avez vu avec Patrice Talon, je n'ai pas hésité une seule seconde. Quand j'ai échangé avec lui et que je vois que ce qu'il veut faire est aux antipodes de la démocratie, j'ai dit, monsieur, je m'arrête là. Ça s'arrête. C'est clair. Il n'y a même pas à discuter là-dessus. Il n'est pas mon ennemi. C'est un frère. Il n'a pas attenté à ma vie. Je n'ai pas attenté à sa vie. Je ne le ferai jamais. Il le sait. Jamais. Mais il le sait aussi que ce n'est pas ce qu'on a dit. Je ne resterai jamais dans un gouvernement où on tue. Dans un gouvernement où on pacifie la démocratie. Vous me voyez, moi, aller m'asseoir dans cette assemblée où il n'y a pas d'opposant. Je serai l'opposant. Automatiquement. Ceux qui me connaissent savent que je vais faire autogol. Je ne peux pas. Mais si jamais j'ai la certitude que le match là
c'est le même là qui appelle les deux équipes. S'il me met au goal, je ne peux pas laisser la balle passer, il va me mettre la main comme ça et jeter dans les filets. Parce que ce n'est pas possible, c'est inconcevable. Donc, c'est ça la question. Voilà un peu ce que j'ai à vous dire. J'ai profité pour faire un peu d'humour. C'est pour vous dire que nous avons eu un bon parcours. Et nous avons été toujours à l'avant-garde. Regardez au Parlement. L'honorable député Mitokwe, qui est là. Tous les sacrifices qu'il a fait au Parlement. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Vous allez comprendre notre colère, notre désapprobation, lorsque des gens méchants, voulant nous rendre détestables aux yeux de l'opinion, parce que pensant qu'on devait aller aux élections législatives, qu'il allait nous battre, nous demandant de nous soumettre, nous avons refusé, on commençait par nous traiter de tout et de rien. On va jusqu'à dire que nous sommes des taupes, nous sommes des plans B, nous sommes des plans ci, plans ça. Qui parmi ces personnes ont fait la production oppositionnelle que nous faisons? C'était simplement pour me détruire. Parce que ces personnes ont fait une lecture biaisée. Ils pensaient qu'il fallait aller aux élections. Alors que quand tous ils sont venus me voir, je leur ai dit il n'y a pas d'élection. Posez la question à Yarou. Posez à Djemba. Posez à Yarou, posez la question. Posez la question à Zatassou, à Tigri. Je leur ai dit dans mon bureau, vous ne connaissez pas Patrice Talon. Je leur ai dit, à l'approche de chaque fonction critique, il va sortir une carte de sa tête, mais qui sera en violation des tests. Il vous dira passage en force. C'est son code de fonctionnement. Le code de fonctionnement de Patrice Talon, c'est passage en force. J'ai dit, par rapport à ça, je n'ai pas besoin de vous. Nous n'allons pas nous unir pour aller aux élections, mais pour arrêter le mécanisme de passage en force. Mais ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas compris. Qu'est-ce que je peux faire? Quel problème moi j'ai? Quel problème reste l'espoir, honorable Mitokwe? C'est un signe de solidarité que nous ne sommes pas partis chercher l'hypocrite et pervers certificat de conformité. Parce que rien ne s'appelle comme ça. Nous avons refusé par principe et par solidarité. Qu'est-ce qui nous empêche? Mais on ne peut pas le faire par principe et par solidarité. Pour nous, tous les partis politiques qui existaient avant 2016 doivent être réhabilités. Tous les partis politiques sans exception. La Constitution rétablie. Les tueurs identifiés, punis. Ou leurs chefs punis. C'est le principe des Nations Unies qui le disent. La mémoire des victimes réhabilitée. Au besoin même, leur faire des stèles dans les grandes villes. Il doit y avoir une place à Moussou, Prudence. Il doit y avoir une place Tiayan, Kandisounon. Même le jeune homme qui a eu la main amputée, on doit faire une statue où la main est amputée comme ça, pour l'histoire. Là, les petits enfants, quand ils vont naître, ils vont voir passer, ils vont dire à leurs parents, nous ne serons peut-être plus là. Mais pourquoi il a la main comme ça? On lui explique ce qui s'est passé. C'est comme ça les autres ont bâti leur conscience, qui font qu'ils sont imbattables. Nous ne devons occulter aucun pan de notre histoire. Nous ne devons pas avoir honte de notre histoire. Et Angela Merkel l'a dit la dernière fois. L'Allemagne ne doit pas avoir honte de son passé nazi. En le disant, cette dame-là est en train d'aider l'histoire pour qu'au futur, ça ne se reprenne plus. La Constitution qui est là, je ne reconnais aucune loi, je ne reconnais pas ce Parlement. Comment je ne reconnais pas ce Parlement? Je vais me conformer à une loi produite par ce Parlement. Moi, je ne ferai pas. Le parti ira en Conseil national, le parti décidera. Si le parti décide de faire, le parti fera, et sans moi. Là, je vous dis, la primeur, le parti prend la décision, je vais rester, on va élire de nouveaux responsables qui vont l'exécuter, cette décision. Moi, je démissionne du parti. Je ne ferai pas la politique n'est pas mon oxygène. C'est une passion pour moi. Mais ce n'est pas mon oxygène. Mais je ne renierai jamais à mes principes pour des expédients.
Vous parlez de quelle élection municipale, communale? Vous voyez les maires qu'on désarme à chaque instant. C'est ça les maires qui ont été élus sans Talon est arrivé à les désarmer. Maintenant, les maires qui vont arranger sous leur loi, ils seront quoi? Ils ne seront pas différents des bobos diouf qui sont à l'Assemblée nationale. Une autre question. J'ai dit que j'ai fait l'option entre la rébellion et résistance. J'ai dit que nous avons écarté la voie de la rébellion à cause de la conscience que nous avons sur la rébellion. Nous avons fait l'option de la résistance. Nous avons parlé de résistance pacifique. Je vous ai dit décliner les étapes qu'il faut franchir. L'étape de l'objectif. L'objectif de la résistance ne peut pas être l'objectif de chaque parti spécifique, de chaque parti, de chaque leader membre de la résistance. Je vous donne un exemple. Moi, je ne peux pas défendre une position d'un parti X. Non. Le parti X, qui est membre de la résistance, nous devons nous asseoir pour dégager un objectif commun, qui doit être l'objectif de l'ensemble de la résistance. Nous sommes parfaitement d'accord. Voilà. Et une fois qu'on définit l'objectif, qui doit être rivé sur l'intérêt général, on définit maintenant une stratégie. Et la stratégie, on doit annexer à cette stratégie une panoplie d'actions courageuses, déclinées, intelligentes, à mener avec courage et détermination. Et c'est des hommes, c'est des équipes conformes pour le faire. Ce n'est pas un jeu d'amusement. On ne met pas des irrésolus, on ne met pas des gens qui ne sont pas convaincus, on ne met pas des comédiens, excusez-moi, on ne met pas aussi devant des corrompus. C'est des gens irréprochables comme eux. Vous prenez quelqu'un qui est corrompu. Je prends quelqu'un qui a fait les concours frauduleux. Par exemple, dans un pays imaginaire, quelqu'un a dirigé les concours frauduleux et a laissé des traces qui puent. Vous le mettez devant une lutte, mais il est décapité. Le despote va le prendre. Il ne va pas dire ouvertement, je le prends parce qu'il lutte contre moi. Il va dire, monsieur, venez expliquer les concours frauduleux. Et lui va prendre la tangente, ou s'il ne puyait pas, il va passer la nuit pour dire non, je te soutiens. Et quand ce monsieur va organiser un monologue, c'est à cette personne qui serre la main. C'est-à-dire, vous venez à Canossa et on vous laisse votre peine. On ne peut pas conduire une résistance avec des personnes comme ça. Il faut les purger. Il faut purger la résistance. C'est ça qu'on appelle les graisses sales. Les mauvaises graisses, il faut les purger. Quand vous purgez ces personnes, vous allez à une troisième étape. L'étape de l'organisation. Je dis les généralités, je ne peux pas vous dire les détails spécifiques sur ceci. L'étape de l'organisation qui comprend au moins deux aspects. L'organisation stricto sensus. Comment vous êtes répartis géographiquement et comment vous séquencez vos théories, vos conceptions, vos idées. Et les tactiques et les chronogrammes. C'est tout ça qui est dans le troisième aspect. Le quatrième aspect, c'est l'organisation logistique et de l'intendance. On ne lance pas une opération, maintenant en commençant par courir, je veux 1 franc, je veux 2 francs, je veux 3 francs. Il faut une planification. Et enfin, il faut ceux qui vont être la figure. La figure. On ne prend pas n'importe quel qui peut être figure d'une contestation populaire. Et celui qui va prendre pour être figure d'une contestation doit être stable, redoutable, crédible. Il doit impressionner et faire peur. Il doit être difficilement attaquable. Il doit être une personnalité telle que si on l'attaque, on risque de faire venir toute la forêt. Si l'arbre là tombe, toute la maison va tomber. Il a assez d'égards et de crédibilité. Ce n'est pas des choses qu'on improvise, ce n'est pas des choses qu'on donne comme cadeau. Il faut que cette personne rassure l'ensemble aussi. Parce que je ne peux pas renoncer aux capacités de restaurer l'espoir devant des gens qui sont des vendeurs d'illusions ou des comédiens. Et on s'assoit pour discuter. Le discours
est important. Le monde et la vie est discours. Lisez que ce soit les livres saints. On ne vous dira jamais, au commencement c'était l'homme et après les idées. Non, c'est les idées, c'est le discours. Et il faut parler au peuple. Les gens ne comprennent pas qu'en parlant au peuple, c'est déjà agir. Parce que si je parle au peuple et que le peuple a compris, le peuple va multiplier l'action. C'est ça ce que les gens ne comprennent. Les dictateurs comprennent très bien. C'est pourquoi ils ne veulent pas qu'on parle. Est-ce que Patrice Talon, quand il est là, on a autorisé les vrais opposants à aller à l'ORTB? Vous allez voir, moi je ne peux pas venir sur l'ORTB, la télévision. Je viens 30 minutes et vous lisez ouais. Si jamais on me laisse 1 heure sur la télévision nationale, je viens 2 fois, c'est fini. Il ne peut même pas sortir. C'est ça la question. Or, si on me ferme la télévision, on ne m'a pas fermé mon pied et comment aller parler mes réseaux. C'est l'ensemble des réseaux de tous les partis politiques membres d'une opération de résistance qui s'entendent et qui organisent ça là. Vous répétez ce que les gens disent, il ne faut que parler. Mais si on ne parle pas, qu'est-ce qu'on va faire? Si aujourd'hui on ne parle pas, qu'est-ce qu'on va faire? Vous prenez un gourdin, vous êtes terroriste. Vous incendiez quelque part, vous êtes terroriste. Et le dictateur attend ça. Vous n'avez pas vu Patrice Talon quand il était devant Boisbouvier? Il dit non, c'est les chasseurs. Voilà. Et c'est ce que je redoutais. Il dit non, c'est les chasseurs. Nous, on n'a pas tiré. Seulement sa langue a fouché sur certaines choses qu'on ne veut pas répéter maintenant ici. Je ne veux pas répéter ici. Parce que je veux m'en servir après. Il a dit des choses que je ne peux pas répéter ici. Peut-être qu'il n'a pas conscience, mais j'ai enregistré tout. Mais il a dit au moins quelque chose. C'est les chasseurs, tout le monde a entendu. S'il n'y avait eu aucun chasseur à Cotonou, il peut utiliser l'argument des chasseurs. Si on n'avait jamais parlé d'abeilles de Cribor, il peut utiliser l'argument d'abeilles. C'est pourquoi nous ne devons pas agir de manière comme ça. Il y a des spécialistes, nous devons analyser chaque chose que nous voulons faire. Nous devons théoriser avant l'action. Aucun chasseur n'a tiré sur personne à Cotonou. Aucun. C'est les militaires qui ont tué. Les militaires qui ont tué savent qu'ils ont tué. Et ils savent aussi que c'est imprescriptible, quelle que soit l'amnistie. N'importe quel régime viendra après, on va ouvrir le dossier et ils iront répondre. Il n'y a rien à faire. Même s'ils ne répondent pas aujourd'hui, on ira sceller leur tombeau. On va mettre des chaînes dessus. Mon objectif, c'est d'enlever le coup de tuerie à tout leader politique, à tout responsable politique, à tout gouvernant. Madame Akusson a dit, citant Raymond Aron dit, partout où il n'y a pas la paix, il n'y a pas la démocratie. Tout ce que vous voulez faire, qui a obligé de violer la paix, de faire des violences et des troubles, alors ce n'est plus la démocratie. C'est la dictature. Et François Hollande a dit, et j'ai pris cette citation chez le secrétaire général, les réformes ne peuvent pas être des réformes violentes imposées contre la volonté des populations. On ne réforme pas contre le peuple. Donc, je ne peux pas vous séquencer autre action ici. Mais voilà comment on s'organise si on veut faire face efficacement à une résistance. Ceux qui racontent il faut agir, sont dans des fantasmes du passé. Et ceux-là font des erreurs. Ils comparent mon action sous Yahi Boni à mon attitude aujourd'hui, c'est tout. Or, ils ne lisent pas bien mon action sous Yahi Boni. Sous Yahi Boni, je n'ai fait aucun acte de violence ni de vandalisme. C'est le peuple qui s'est soulevé. Pourquoi le peuple s'est soulevé? À cause de la qualité de mon discours et de mon organisation. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé même apaiser ce peuple. Et le lendemain, j'ai pris les balais. Vous vous souvenez, les dames? J'ai acheté des balais. Je suis entré dans les rues, nous avons balayé, nettoyé. Et j'ai pris en charge toutes les victimes de cette opération, personnellement. Personne n'a payé et dédommagé les victimes.
C'est moi-même qui ai fait ça. Je suis contre tout ce qui va être violent. Mais le peuple a le monopole de la violence. Si le peuple décide de faire la violence aujourd'hui, le peuple ira faire la violence. Mais moi, je ne déciderai pas de la violence. Mais je formerai le peuple pour que le peuple puisse voir comment il va agir dans son propre intérêt. Et c'est mon rôle. C'est comme si vous demandez au prêtre, vous allez à l'église, monsieur l'abbé, chaque dimanche, vous ne faites que prêcher l'évangile. Il va prêcher quoi? Le prêtre va prêcher quoi? Il ne prêchera que l'évangile.